Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle webconférence organisée conjointement entre KCIS et Crédit Agricole SA. Je suis Cédric Renaud, le responsable du bureau matières premières agricoles à KCIS et je suis accompagné ce matin de deux invités. Tout d'abord Isabelle Job-Basile, la directrice des études économiques du groupe Crédit Agricole. Bonjour Isabelle. Bonjour Cédric. Bienvenue. Et je suis accompagné de Xavier Casdan. Bonjour Xavier. Bonjour Cédric. Expert filière grande culture à Crédit Agricole SA. Alors, l'objectif de cette webconférence est simple, dresser un premier bilan à mi-campagne sur le marché des céréales et oléagineux, donc tant sur le marché domestique que sur le marché à l'export. Et avant de commencer ce point sur les fondamentaux et la technique des grains, je vais laisser la parole à Isabelle pour un point macroéconomique. Eh bien, merci et bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, je vous propose de faire un petit point de conjoncture en commençant peut-être par l'inflation, qui reste quand même le sujet de préoccupation des Français. Comme vous pouvez le voir sur le graphique de gauche, en fait, le processus de désinflation, il est bien engagé depuis un peu plus d'un an. Et c'est essentiellement tiré par la baisse des prix de l'énergie et puis par l'arrêt de la hausse des prix des produits alimentaires. Et donc, on est passé d'une inflation, vous voyez, en octobre 2022, qui était à son pic à 10,6% en zone euro, au dernier chiffre de janvier, on n'est plus qu'à 2,8% d'inflation. Alors cette inflation, elle a quand même un petit peu changé de nature. Elle est devenue au fil du temps davantage domestique, autrement dit, elle est davantage tirée par les hausses de salaires et des marges bénéficiaires des entreprises. Et d'ailleurs, l'inflation de base, qui représente cette inflation d'origine domestique, alors elle aussi, elle décélère, mais à des rythmes plus lents. Elle reste quand même à un niveau relativement élevé puisqu'on est au-delà de 3%. Alors pour ce qui concerne la France, alors on a une histoire un peu singulière en termes d'inflation. Comme vous le voyez, donc c'est la ligne bleue. L'inflation française est longtemps restée inférieure à la moyenne de l'inflation au niveau de la zone euro. Et vous voyez que depuis quelque temps, elle est repassée au-dessus. Et qu'est-ce qui explique cela? Eh bien, ce sont essentiellement les boucliers tarifaires qui ont été mis en place à la fois sur le gaz et l'électricité, et ce depuis 2021. Ça a été vraiment des amortisseurs à la hausse. Ça a protégé en fait les ménages des hausses de prix de l'énergie, ce qui a limité l'augmentation des factures. Mais eh bien, toutes les bonnes choses ont une fin, et on a eu la suppression l'été dernier du bouclier sur le gaz. On a eu réévaluation du bouclier tarifaire sur l'électricité, avec une hausse des tarifs réglementés d'abord de 10% en août dernier, et puis de nouveau en février cette année. Et donc, ce qui a joué l'amortisseur à la hausse aujourd'hui joue comme un amortisseur à la baisse, c'est-à-dire que en fait la France profite moins que ses homologues européens de la baisse des prix de l'énergie, ce qui explique cette inflation un peu plus élevée. On est à 3,4% sur l'indice harmonisé, on est 3,1% sur l'indice purement INSEE. Alors ça ralentit en France le processus de désinflation, mais ça l'interrompt pas. Et donc on est toujours dans l'idée qu'on va retrouver le niveau cible de 2% d'inflation d'ici la fin de l'année, d'ici la fin de cette année, que ce soit en France ou en zone euro. Et puis j'attire votre attention sur le graphique de droite pour simplement constater quand même, on aime bien aussi se comparer, pour constater que les ménages français ont plutôt été mieux protégés que leurs homologues européens, comme vous le voyez, puisqu'en cumulé, l'inflation en France n'est que de 15,4%, là où elle tangente les 19% en moyenne en zone euro. On est même au-delà de 20% pour ce qui concerne l'Allemagne. Maintenant, passons à ce choc de taux, à cette politique monétaire. Effectivement, comme vous le voyez sur le graphique de gauche, le tour de vis monétaire a été rapide et violent. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est arrivé au bout de ce resserrement monétaire. Et comme on est au pic de taux, eh bien, on se demande bien à quel moment, dans quel timing et dans quelle ampleur la Banque centrale européenne va rebaisser ses taux d'intérêt. Et comme on a vu
précédemment que l'inflation recule. On verra également que la croissance s'essouffle. Eh bien, les marchés se sont mis très vite à parier sur des baisses rapides et significatives des taux d'intérêt de la part de la BCE. Alors, il nous semble que ces anticipations sont encore beaucoup trop agressives, notamment les marchés tablent sur une baisse de taux dès le mois d'avril, là où nous anticipons plus un premier geste au troisième trimestre. Il nous semble en effet que la Banque centrale européenne, elle va probablement rester prudente avant de crier victoire sur l'inflation. Alors certes, la croissance ralentit, certes le marché du travail, on le verra également, plutôt en phase de refroidissement, mais ce que l'on observe, c'est aussi des salaires qui augmentent assez vite au-delà de l'inflation et rattrapent l'inflation, ce qui est normal, mais c'est quand même probablement un point de vigilance de la part de la Banque centrale européenne sur les prochains mois. Par ailleurs, en tout cas, ce que l'on voit, c'est que ce resserrement monétaire, eh bien, il produit ses effets. On a vraiment un net coup de frein au crédit, que ce soit du côté des ménages ou des entreprises, qui font face à un renchérissement très important des coûts d'emprunt. Et puis, bien évidemment, ça a des implications sur les dépenses sensibles au taux d'intérêt, donc les dépenses d'investissement des entreprises, et puis également sur le marché immobilier pour tout ce qui concerne les achats de logements. Vous voyez la chute des transactions immobilières. On termine l'année en cumulé sur du 12 mois avec des transactions évaluées autour de 875 000. Là où vous voyez que ces 2 dernières années, on était au-delà de 1 million de transactions par an. Alors j'aurais tendance à dire quand même qu'on peut encore parler de normalisation puisque en moyenne historique, les transactions sont plutôt de l'ordre de 900 000 par an. Donc, vous voyez, on n'est pas très très loin. Et il semblerait qu'on soit plutôt proche du point bas sur ce marché immobilier. Là, c'est pour l'ancien, mais on a quand même un marché du neuf qui est en crise et puis aussi un marché de l'immobilier commercial qui est pas mal chahuté. Si je parle maintenant, parlons un petit peu d'activité. Donc, bien évidemment, l'inflation a amputé le pouvoir d'achat et a fait chuter la consommation. C'est ce que vous voyez sur le graphique en haut à gauche, et ce qui est notamment très net pour ce qui concerne les dépenses de produits agroalimentaires ou alimentaires, où vous voyez que on a eu une baisse de la consommation de produits alimentaires depuis 2019 d'environ 9%, ce qui est historique, là où en valeur on a une augmentation de 12%. Donc c'est bien l'écart qui est expliqué par la hausse des prix. Alors, bonne nouvelle, et c'est ce que vous voyez en bas à gauche, c'est que dans la chaîne de formation des prix alimentaires, vous voyez que tout est en train de décélérer. Et d'ailleurs, on observe depuis quelques mois que les prix se stabilisent pour le consommateur final sur les produits alimentaires. Et puis plus globalement, on a vu qu'on allait probablement avoir la poursuite de ce mouvement de désinflation. Et tout ceci devrait générer un petit peu de pouvoir d'achat et qu'on espère que ce pouvoir d'achat sera consommé. C'est pourquoi on envisage une hausse modérée de la consommation sur l'année 2024, qui d'ailleurs sera le principal moteur de croissance. Et ce d'autant, on pense qu'on aura cet effet sur la consommation que, comme vous le voyez sur la partie droite, en bas à droite, que les salaires, eux, et on l'a évoqué précédemment, sont en train de rattraper progressivement l'inflation. On anticipe par exemple en France sur 2024 des salaires qui devraient augmenter autour de 4% sur l'année, là où vous voyez l'inflation qui va continuer de ralentir. Alors l'ampleur du rebond de consommation va dépendre aussi du comportement d'épargne des ménages français. Ce que l'on constate encore à ce jour, c'est que les ménages français épargnent plus qu'à leur habitude. On était historiquement sur un taux d'épargne autour de 15%. Là, on est encore 1 point, voire 2 points au-delà de cette moyenne historique. Et on espère que ce comportement d'épargne va progressivement se normaliser pour laisser place à davantage de consommation.
Concernant les entreprises, donc les entreprises ces 2 dernières années, elles avaient été surtout soumises à des contraintes d'offres, des pénuries d'intrants, des hausses de coûts de production et de coûts logistiques. Donc ça, c'est derrière nous. En revanche, maintenant, elles entrent dans une phase où c'est le ralentissement de la demande qui les inquiète. Elles jugent ce niveau de demande insuffisant. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'en fait, les entreprises rentrent quand même dans ces phases de ralentissement plutôt en bonne santé financière, avec des marges financières qui étaient aussi confortables, qui se sont maintenues ces 2 dernières années. Autrement dit, on a été surpris, mais les entreprises ont pu répercuter les hausses de coûts à leurs clients, avec même dans certains secteurs des effets d'aubaine. Ils ont augmenté plus vite leurs prix que les coûts. C'est le cas du secteur de l'énergie, ça vous étonnera pas. Et on le voit sur le secteur de l'agroalimentaire, où on a eu d'abord une compression des marges avant d'avoir un rattrapage. Mais globalement, les marges se sont tenues sur ces deux dernières années. Et on a l'impression que pour cette année, on s'attend plutôt à ce que les marges soient davantage sous pression. Alors, on a dit qu'un tas de coûts de production, eh bien, s'était stabilisé ou était en repli, mais on a vu que les coûts salariaux augmentaient. Et donc, la question est de savoir, eh bien, est-ce que les entreprises, elles sont dans la capacité, comme elles l'ont fait jusqu'à présent, de pouvoir répercuter ces hausses de coûts à leurs clients, ou si elles vont devoir pincer leurs marges. Et notre opinion est que c'est plutôt qu'elles vont devoir pincer leurs marges, dans la mesure où elles vont devoir davantage arbitrer entre les volumes et les prix dans un contexte de ralentissement de la demande. Elles vont plutôt préserver les volumes, donc éviter trop de hausse de prix, et donc probablement des marges qui vont être un peu plus sous pression. Dans un contexte aussi, on a parlé de ces coûts d'emprunt qui ont fortement augmenté, donc ce qui va peser sur les dépenses d'investissement, mais aussi pour les entreprises qui vont devoir cette année, voire l'année prochaine, renouveler leur dette qui avait été contractée à des taux très très bas. Et c'est ce que nous disent un peu les chefs d'entreprise. Vous voyez que le moral est en train de fléchir. Bon, on est à peu près autour de la moyenne historique de 100, mais bon, un moral qui fléchit néanmoins dans un contexte où, comme vous voyez, probablement il faudra surveiller ces faillites d'entreprises. Vous voyez qu'on a eu un redressement de ces faillites. Néanmoins, je tiens à relativiser quand même ce constat, puisque comme vous le voyez sur le graphique, on avait eu pendant les périodes Covid et le choc en Ukraine, on a eu quand même tout un tas de mesures de soutien aux entreprises qui avaient amené en fait les faillites d'entreprises à un niveau historiquement bas. Donc là, on revient simplement à la normale sur ce niveau de faillite, voire on va peut-être aller un petit peu au-delà, puisqu'on aura un effet de rattrapage des faillites qui ont été évitées ces dernières années. Donc aujourd'hui, pas d'inquiétude, mais c'est quand même un point à surveiller. Et puis dernier élément, eh bien, dans ce contexte de ralentissement, probablement que les entreprises vont aussi chercher à adapter leur main-d'œuvre, le volant d'emploi. On a vu le taux de chômage est remonté au 3e trimestre, il s'est stabilisé au 4e trimestre, et vous voyez qu'on anticipe qu'il continue à progresser très légèrement sur l'année 2024. Et donc, au final, qu'est-ce que ça vous donne en termes de croissance ? Eh bien, finalement, une croissance un peu en manque de ressort. Vous voyez qu'elle va rester, elle s'annonce assez molle, autour de 1%. Principale contribution, on l'a dit, un redressement de la consommation, donc une progression, un retour en grâce du consommateur, qui va être le principal moteur de croissance sur l'année 2024. Côté investissement, on a dit plutôt ralentissement avec ces hausses de coûts d'emprunt. Et puis si on regarde sur le volet exportation, bien évidemment, dans une phase de ralentissement global, donc on s'attend pas non plus à avoir un élément très dynamique, enfin des exportations très dynamiques. Simplement pour votre information, on a mis un petit boost de croissance sur le 3e trimestre en lien bien évidemment avec les Jeux Olympiques. Voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà, pas forcément de très bonnes nouvelles, mais en même temps, voilà, on n'est pas non plus, on a évité la récession et c'est relativement notable compte tenu et quasiment inespéré compte tenu des chocs massifs que l'on a connus ces dernières années. Merci Isabelle pour ce point très clair et très précis. Avant de poursuivre sur le bilan Blétendre avec Xavier, juste une remarque, vous pouvez télécharger la présentation en cliquant sur le pictogramme en haut à droite de votre écran. Il y a un petit nuage
Vous cliquez dessus, vous allez pouvoir donc télécharger la présentation directement sur votre ordinateur. Maintenant, passons à l'analyse du bilan. Le blé tendre avec une suprématie, vous allez le voir, des pays de la mer Noire. À toi, Xavier. Merci Cédric, merci Isabelle. Oui, sans surprise, pour refaire un petit zoom sur la récolte 2023, donc en lien avec cette campagne 2023-2024, pour rappeler deux éléments importants sur la partie hémisphère nord. La deuxième meilleure récolte réalisée par la Russie, pratiquement 93 millions de tonnes, qui faisait suite à la récolte 2022 qui avoisinait les 100 millions de tonnes. Donc, tout ça pour dire que la Russie a un disponible exportable particulièrement important, et on va le voir par la suite, ça va bousculer, nous déranger de façon très importante en matière d'export. Le deuxième élément, c'est toujours cette partie hémisphère nord, c'est finalement une quantité de blé fourragé, donc de blé de qualité un peu dégradée, globalement, et en particulier donc sur la zone euro et sur la partie mer Noire. Donc c'est une particularité qui est un peu différente des années précédentes, donc il y a un fort poids, et ce qui peut expliquer l'orientation des prix en plus que nous connaissons actuellement. Sur la partie hémisphère sud, donc les récentes récoltes qui se sont terminées, deux points importants, deux pays importants, l'Australie, avec une production finalement qui s'est préservée malgré l'impact du phénomène climatique El Niño, qui se traduit par davantage de déficit hydrique sur cette zone-là. Finalement, l'impact a été moins redouté que prévu. On s'attend à une production avoisinant les 25,3 millions de tonnes. Alors c'est bien inférieur à la récolte précédente, récolte 2022 qui était une récolte record avec 40 millions de tonnes. L'Australie à ce moment-là bénéficiait davantage de l'autre phénomène climatique qui est la Niña et qui apporte un peu plus d'eau sur la partie océanique. L'autre pays qu'on regarde de très près, comme pays producteur et exportateur, c'est l'Argentine. Et l'Argentine, finalement, aussi devait normalement davantage profiter du phénomène climatique El Niño avec davantage de pluie, sauf que les pluies ont pas été forcément très très importantes pendant tout le cycle végétatif, et donc la production devrait atteindre un petit 15 millions de tonnes. Donc certes, c'est un petit peu mieux que l'année précédente, mais c'est encore effectivement plutôt juste. L'autre point très important au niveau de l'Argentine, c'est quand même l'arrivée donc d'un nouveau président avec Monsieur Milei, qui a comme idée et comme objectif de mettre en place une politique très ultra-libérale, avec en particulier deux points importants qui toucheront et impacteront l'activité des exportations de céréales, c'est la dollarisation de l'économie, et puis c'est surtout la suppression des taxes à l'export qui devrait normalement permettre aux origines argentines d'être encore un peu plus présents sur le marché international. Donc tout ça sera effectivement à suivre de très près. Tout ça pour dire que quand on regarde un petit peu les bilans mondiaux de l'USDA, du CIC en particulier, on est a priori quand même plutôt sur un bilan déficitaire, même si encore une fois ça ne se traduit pas forcément par les prix, on va le voir un petit peu après, mais dans l'analyse de tous ces éléments-là, on devrait voir chez les principaux pays exportateurs plutôt une baisse des stocks fin de campagne, mais cette baisse effectivement au fur et à mesure que la campagne avance est davantage limité que lorsqu'on faisait cette prévision en tout début de campagne. Donc effectivement, quand on regarde l'évolution des prix, avec la forte pression baissière en lien avec la Russie en particulier, on atteint des niveaux effectivement plutôt bas, malgré encore une fois un contexte qui devrait nous dire qu'on serait plutôt sur un marché plutôt sur lequel la tension devrait quand même apparaître, mais sauf que pour le moment on le voit pas. Cette baisse est amplifiée par plusieurs phénomènes. Et le premier en particulier, c'est quand même la Russie, sur lequel ces derniers jours, on voit bien une baisse très significative des prix, $224 la tonne pour un blé à 12,5 de protéines. Ça reste effectivement quand même très très bas. Il y a un autre élément qui explique cette baisse, cette amplification de la baisse, c'est quand même le rôle accru des fonds financiers sur les marchés des commodités agricoles. Rappelez-vous, pendant la crise sanitaire et depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, les positions des fonds financiers étaient à des niveaux records, mais en position plutôt nette acheteuse.
Aujourd'hui, force est de constater que la situation est complètement différente, complètement contraire, mais tout en ayant et en étant sur des positions très importantes, hein, mais par contre en position nette vendeuse. Et donc ces phénomènes, comme on peut le voir sur le graphique de droite, vient tirer et amplifier la tendance des prix. Pendant la crise sanitaire, pendant le conflit, ça a tiré les prix encore un peu plus à la hausse. Aujourd'hui, les prix sont plutôt tirés à la baisse. Quelques faits marquants concernant cette campagne 2023-2024 et pour ce qui nous concerne, déjà en matière d'utilisation intérieure domestique, pour constater que globalement tout se passe plutôt bien, avec quand même quelques difficultés pour les opérateurs, notamment les industriels comme la meunerie, d'avoir de la matière, et on va y revenir en fonction et en lien avec le comportement d'un certain nombre de producteurs au regard de ces prix jugés trop bas. Et puis, bien entendu, l'activité export qui reste le principal débouché du blé français, avec une première partie de campagne qui a été quand même plutôt difficile, plutôt à la peine, en lien avec la forte concurrence de la Russie, mais pas que, mais aussi d'un certain nombre d'autres pays de l'Union européenne, plutôt cités à l'ouest, comme la Pologne et comme la Roumanie, qui nous perturbent effectivement. Et sur ce début de campagne, malgré la présence du Maroc, pour lequel on a exécuté pas mal de volume, pour le reste, ça a été particulièrement calme, au point de connaître des mois d'exécution, octobre et novembre, qui ont été extrêmement bas, et ça a encombré les silos portuaires français. Et cette détente, on ne l'a vu que en ce début d'année, grâce au retour de la Chine qui est revenu aux achats et qui nous a contractualisé pratiquement 2,5 millions de tonnes, avec une exécution qui n'a démarré que ce mois de janvier et qui devrait être étalée sur février, mars, voire avril. Et puis en ce début d'année, avec une baisse des prix et finalement un retour d'une certaine compétitivité de notre origine française, eh bien un certain nombre d'appels d'offres conséquents, notamment l'Algérie, 930 000 tonnes d'appels d'offres, c'est quand même conséquent, et on peut penser que pour y répondre, l'origine française devrait être quand même présente. Et on voit bien que sur ce mois de janvier et février, les exécutions connaissent à nouveau des records. 1,6 million de tonnes en janvier. Je crois que février, on doit être autour de 1,7 million de tonnes en termes de prévision. Donc, ce qui reste effectivement plutôt important. Ceci dit, et on va le voir un petit peu après, on constate qu'on devrait quand même terminer plutôt cette campagne avec un stock fin de campagne plutôt élevé, hein. Le dernier conseil spécialisé de France Agrimaire sur les céréales estime qu'il devrait être autour de 3,4 millions de tonnes, quand en moyenne, on est plutôt autour de 2,6 millions de tonnes. On va voir, et je pense que le prochain conseil, c'est aujourd'hui, eh bien, on verra si ce point-là sera revu à la hausse, à la baisse, probablement quand même légèrement à la baisse. On verra ça de près. L'autre fait marquant, sans conteste, c'est bien entendu l'hégémonie de la présence russe sur les échanges. Ils ont connu des mois de juillet et août avec des records d'exécution, mais avec un automne un peu compliqué d'un point de vue météorologique. Les conditions ne leur ont pas permis d'être présents de façon intensive sur cette période-là, et ce qui a fait qu'ils connaissent un décalage d'exécution, et donc encore une fois, un poids important de matières premières à exporter, et donc ça vient rajouter encore un peu plus une pression baissière, bien entendu, sur le prix. L'autre zone à regarder, c'est bien entendu l'Ukraine, hein. Rappelez-vous, l'Ukraine, depuis le conflit et depuis l'accord avec le corridor accepté entre l'ONU, la Turquie, la Russie, bien entendu, et l'Ukraine, s'est arrêté par décision russe le 23 juillet dernier. Donc ça a été compliqué sur les mois d'août et de septembre, mais l'Ukraine a recréé une nouvelle voie, toujours sur la mer Noire, avec a priori peu d'embûches en termes de mines ou en termes de répercussions ou de représailles de la part des Russes. Ça leur a permis effectivement à nouveau de sortir finalement pas mal de quantités. Ça concerne surtout le maïs, mais on estime que ça touche aussi le blé, et donc ça vient bien entendu renforcer encore un peu plus cette pression baissière, parce que beaucoup de disponibilité sur le marché. Et quand on regarde justement au 1er janvier, quelle est
la situation en fonction des différents pays exportateurs des disponibles exportables restants, eh bien, on voit que il est particulièrement important chez tout le monde, en Russie, bien entendu, en Ukraine, en France, et puis on rajoute l'Argentine qui vient de terminer ses récoltes et dont le poids est particulièrement important. Et encore une fois, tout ça vient alimenter la baisse en l'occurrence. Autre fait marquant et qui nous déstabilise un tout petit peu, c'est dommage que ça tombe encore une fois cette année, mais le conflit entre Israël et Gaza, en termes de représailles, eh bien, perturbe le trafic maritime sur la zone mer Rouge, avec donc des bombardements par les Houthis qui perturbe fortement le trafic, avec plusieurs conséquences. Bien entendu, une hausse des primes d'assurance si les navires sont amenés à transiter par cette mer Rouge, ou alors la nécessité pour bon nombre de navires, pour répondre aux besoins de l'Asie, en particulier de la Chine, et donc ça nous concerne, les navires étant obligés de contourner en passant par le cap de Bonne-Espérance, et donc avec un coût de fret bien supérieur, ce qui pose effectivement des problèmes. Même sujet, mais d'ordre plutôt climatique sur le Panama, avec un niveau d'eau qui est relativement faible et qui oblige certains navires en provenance des États-Unis pour répondre toujours aux besoins de l'Asie de contourner l'Amérique du Sud, et donc avec des coûts de fret supplémentaires. Donc dans ce contexte-là, et pour répondre précisément aux besoins asiatiques, eh bien les origines australiennes et argentines seraient davantage favorisées, et donc ce qui nous pénalise encore un petit peu plus en matière de commerce pour répondre précisément à la demande chinoise en particulier. Autre fait marquant, récolte 2023 par rapport à nos producteurs, ils subissent de plein fouet le haut des hausses des charges d'intrants en particulier, et bien entendu d'engrais. Et là, vous avez une estimation de seuil de commercialisation sur une ferme France sur la base d'un rendement moyen autour de 7 tonnes hectares. Donc on est plutôt dans les zones intermédiaires. Donc le calcul est à revoir en fonction de la réalité des rendements de vos clients. Mais sur cette récolte 2023, ce seuil de commercialisation devrait tourner autour de 238 € la tonne. Quand on regarde l'évolution des échéances auquel on déduit les bases, et là j'ai pris un exemple de 25 € la tonne. Si je regarde la situation au 12 février par rapport à l'échéance mars 2024, on serait sur un prix payé producteur autour de 180 € la tonne, ce qui reste effectivement très très bas, et donc on est bien et bien dans un effet de ciseau que subissent un bon nombre de producteurs, d'autant plus, et ça c'est vraiment dommage, qu'il y a eu très très peu d'engagement de la part de ces mêmes producteurs au moment où il avait la possibilité de dégager de la marge, c'est-à-dire en début d'année 2023, où les prix étaient encore supérieurs à 300 €. Donc c'est un petit peu dommage. Si on fait le même calcul sur cette future récolte 2024, en intégrant le fait que les prix et les prix des intrants ont quand même fortement baissé, comme on le voit sur la courbe sur la gauche, eh bien ce seuil de commercialisation, toujours sur ma même ferme France, atteindrait 214 €. Si on prend l'échéance septembre 2024, en déduisant la base, on serait plutôt autour de 190 €. Donc la même chose, c'est un petit peu compliqué, mais il y avait probablement des opportunités il y a quelques semaines, quelques mois, et force est de constater qu'il y a encore eu très très peu d'engagement de la part des producteurs sur cette partie-là. Et donc comme les prix sont particulièrement bas, eh bien, il y a cette année le phénomène de rétention de vente de la part d'un bon nombre de producteurs. Soit ils ont la possibilité de stocker chez eux, eh bien, ils décident de ne pas vendre, ou ils mettent en dépôt auprès des organismes stockeurs comme les négoces et les coopératives, sans décider de vendre, ou vendre éventuellement sur le long terme. Mais donc, ce qui pénalise effectivement les organismes stockeurs en termes de disponibilité de matière, et pour répondre par exemple aux besoins de la meunerie française, ça peut quand même se compliquer, et tout ça étant en lien encore une fois avec l'importance des stocks mis en dépôt de façon par rapport aux précédentes campagnes. Après avoir dit ça, Cédric, que peux-tu nous dire sur l'analyse technique? Merci Xavier pour le point complet. Donc avant de commencer sur l'analyse technique, j'aimerais attarder sur 2 points d'intention, la partie météo et ensuite les fonds. Sur la météo, sur le mois de février, donc hémisphère nord, les cultures sont en dormance. On a plutôt une météo, un hiver clément avec des températures au-dessus de la normale. Vous avez pu l'observer
de l'autre côté. Sur la partie mer Noire, on a observé également des températures jusqu'à 10-12 degrés au-dessus de la normale. Une fonte de la couverture neigeuse. Alors, dans certaines régions seulement, pas d'inquiétude pour le moment, mais en cas de poursuite de ces conditions plutôt inhabituelles pour cet hiver, on pourrait avoir un retour d'une prime de risque sur la météo en cas d'un hiver plus rigoureux sur le mois de mars voire avril. Aux États-Unis, c'est un peu la même chose. Alors vous l'avez vu, il y a une tempête de neige qui est en train de sévir sur la partie est jusque dans l'Ohio. Pour le moment, il n'y a pas d'impact sur les cultures. Ensuite, les points d'attention des opérateurs sont situés sur 2 pays, l'Amérique du Sud, l'Argentine et le Brésil. Je regardais les cartes hier soir, sécheresse qui devrait se poursuivre sur l'Argentine, peu de pluie. Et sur le Brésil, on a plutôt des conditions idéales avec une alternance de pluie et de soleil. Et ça, c'est important pour les conditions de semis de maïs et de la safrinha notamment. Donc, pas de point d'inquiétude pour le moment du côté de la météo sur ce mois de février. Du côté des fonds financiers, ce qu'il faut retenir, c'est que les fonds financiers ont vendu massivement les matières premières agricoles sur les 12 des 13 dernières semaines. Donc quasiment depuis 3 mois, on va dire depuis le mois de novembre, les fonds financiers ont pris un pari vendeur sur les céréales et ça s'est retrouvé dans les prix. Alors une fois qu'on a dit ça, la question que tout le monde se pose, c'est quel va être l'élément déclencheur pour un retour à l'achat ou en tout cas un rachat de ces positions. On l'a vu avec différentes dynamiques. Vous avez devant vous donc 4 graphiques, la position des fonds sur le maïs, le blé américain, le soja et les tourteaux de soja. Donc on a des dynamiques qui sont différentes. On a une poursuite de la pression baissière et donc un ajout de vente de maïs avec une position quasiment à moins 300 000 lots sur le maïs américain. Le record, c'était quasiment moins 307 000. C'était en 2019, donc on est quasiment proche d'un record historique sur ce contrat. Sur le blé, finalement, on a eu plutôt un ajustement des positions. On a été venu toucher un short de moins 120 000 contrats sur la fin de l'année et à la fin de la semaine dernière, les fonds étaient net vendeurs de 66 000 contrats. Donc on a une dynamique plutôt différente avec une consolidation. C'est ce qu'on a pu observer notamment sur les cours du blé américain autour du pivot de $6 et j'y reviendrai tout à l'heure. Et enfin on a le soja et le tourteau de soja avec là cette fois on est vraiment dans une dynamique baissière. Lors de notre dernière webconférence, les fonds étaient net acheteurs de ces contrats. Et puis finalement, avec l'amélioration des perspectives, notamment sur l'Amérique du Sud et notamment le Brésil, avec une perspective sur le soja importante en termes de production, les fonds ont repris un pari vendeur et on voit qu'aujourd'hui, ils sont short, donc vendeurs de 130 000 contrats. On est proche des records qui étaient autour des 145 000 contrats short, pareil en 2019. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les fonds. Sur le matif, j'ai pas mis les contrats, mais donc sur le blé, les fonds sont vendeurs autour des 150 000 contrats contre moins 78 000, moins 80 000 l'année dernière à date. Alors ce qui était intéressant et dernière à observer, c'est que les fonds ont énormément ajouté de pression vendeuse entre janvier et mars-avril l'année dernière sur le contrat. Voilà, quelle va être leur attitude cette année, puisqu'on est déjà sur un net vendeur assez important de plus de 150 000 contrats. Sur le colza, on est autour de moins 30 000 contrats et sur le maïs autour des moins 11 000 contrats. Sur le plan technique, donc là vous avez devant vous le blé mars 2024 en périodicité hebdomadaire, une bougie, une semaine. Alors on voit bien qu'il y a un rectangle de consolidation depuis novembre. Où le blé évoluait entre 2 bornes, la borne haute 230-235 euros et la borne basse c'était la zone des 215 euros. C'est une zone de 215 finalement, on l'a cassée récemment et le contrat blé est revenu se négocier en dessous des 210 euros. Pour la suite, entre le mix des fondamentaux qui sont jugés plutôt lourds en ce moment avec un manque de compétitivité de l'origine, on va dire française sur la scène internationale, même si sur l'Afrique du Nord ça calcule et qu'on a vu des chargements plutôt importants sur janvier-février, on a quand même encore beaucoup de blé à sortir. On a une hégémonie de blé mer Noire qui pèse sur les prix. D'ailleurs, on l'a vu dans le dernier appel d'offres de la Jordanie. Il y a eu une baisse de quasiment de $10 en une semaine et le marché est baissé de 6 euros. Donc on voit que sur le marché cash, ça appuie. Donc dans ce contexte-là, entre les fondamentaux lourds et la technique, à Cassis, on imagine plutôt un blé qui devrait revenir
chercher le pivot des 200 €. Et en cas de rupture, malheureusement, derrière, ensuite, c'est le comportement des opérateurs qui devrait faire le reste, c'est-à-dire une accélération baissière potentielle. 190, 180, voilà, ça sera au blé de derrière retrouver son équipe. Donc plutôt baissier jusqu'à la fin du mois de mars actuellement, hors prime de risque météorologique. Sur le wheat américain, on a un peu la même configuration technique. Donc pareil, le graphique en périodicité hebdomadaire, une bougie une semaine. Vous avez le wheat sur l'échéance mars 2024. Donc on a un contrat qui consolide autour du pivot des $6. On voit ce matin une grosse pression baissière avec une baisse de 2%, avec un contrat qui vient chercher la zone des $5,80. Alors je regardais un peu les chiffres export hier. On voit que l'agroalimentaire en fait américain, donc que ce soit le blé, le maïs ou le soja, donc la partie vrac en fait est en fort retrait sur les expéditions vers la Chine. Donc on a quasiment une baisse de 20% à date, même par rapport à la moyenne des dernières années. Donc on voit bien qu'il y a un manque de compétitivité quand même de l'origine US, ou en tout cas la Chine qui se tourne vers d'autres alternatives. Donc on a un marché plutôt atone, et puis on a une pression baissière sur le technique apportée par des opérateurs qui ont fait un pari short actuellement, et finalement ils ont plutôt eu raison jusqu'à présent. Donc on devrait avoir une baisse. Cette baisse sur le plan technique, on l'estime au support des $5,50, qui est plutôt robuste. Alors ensuite derrière, est-ce que ça a un sens économique ou non que le wheat se traite en dessous des $6? Ça, ce serait la question à se poser. Mais globalement, voilà, on peut avoir une pression baissière jusqu'à fin mars et un contrat blé américain qui pourra revenir chercher la zone des $5,50. Voilà pour le blé. Je vais laisser la parole à Xavier pour un point fondamental sur le maïs. Oui. Non, sur les oléagineux, pas de problème. On va faire très vite. Donc, quand on regarde donc le complexe des oléagineux, parce que donc on est sur un marché un peu global avec plusieurs matières premières répondant à les mêmes utilisations. Donc, le soja, bien entendu, qui est l'élément directeur concernant les autres oléagineux comme le colza et pour le tournesol. On est globalement, quand on regarde l'ensemble de ces trois matières premières, quand même a priori sur des productions plutôt excédentaires, encore lourde. Alors c'est encore une interrogation sur la réalité de la récolte brésilienne, qui fait d'ailleurs actuellement, enfin depuis plusieurs semaines, un petit peu de volatilité justement sur les prix en fonction du climat et des perspectives réelles des récoltes qui auront lieu sur ce pays-là. À suivre, mais là effectivement on a plutôt des bonnes nouvelles entre guillemets sur la production, donc ce qui devrait encore alourdir un peu plus ce bilan mondial concernant le soja. Concernant le colza, on est sur une production légèrement inférieure à l'année précédente, qui était une excellente récolte, une excellente production mondiale. Donc on est également sur une position plutôt lourde encore sur le colza. Et puis même chose concernant le tournesol, avec des bonnes productions, et en particulier donc sur un pays important qui est l'Ukraine, qui finalement a su, malgré le contexte géopolitique et de guerre, rehausser et relancer cette activité de tournesol et de trituration en particulier, qui permet à l'Ukraine d'être encore particulièrement présent sur cette activité-là. Donc, globalement, encore une fois, et malgré le phénomène climatique El Niño, notamment sur l'Australie et notamment sur le colza, qui même titre que pour le blé, finalement n'a pas eu de conséquences dévastatrices en matière de production, même si bien entendu c'est quand même bien inférieur par rapport à la récolte 2022 qui était particulièrement importante. En matière de demande, on est plutôt sur une demande plutôt soutenue, avec des besoins d'incorporation plutôt en augmentation dans un certain nombre de zones, et notamment en Amérique du Sud et au Brésil, qui permet effectivement d'utiliser les huiles pour répondre à ces augmentations pour fabriquer donc des biocarburants, avec des marges de trituration qui sont toujours attractives, quelles que soient les matières premières, mais avec un gros point d'interrogation, et c'est ce que évoquait déjà Cédric, avec la Chine, qui, au regard donc des importations et en particulier de soja, font qu'elle serait sur un niveau d'importation le plus bas depuis 4 ans. Et donc là, on peut se poser quelques interrogations sur la situation économique
en Chine qui nous indique à travers cet indicateur-là qu'il y a plutôt effectivement un ralentissement, d'autant plus étonnant notamment sur la partie agroalimentaire et alimentation animale qu'on est au moment du Nouvel An chinois avec un niveau de consommation particulièrement important, notamment en viande porcine, et force est de constater que depuis la fièvre porcine africaine et la reconstitution en fait d'unités de production colossale, eh bien qu'ils ont peut-être atteint un niveau un peu plus important que prévu et ça génère effectivement un peu plus de décapitalisation du cheptel porcin et donc recours à un petit peu moins d'achat de matières premières pour l'alimentation animale. Donc sans surprise, quand on regarde l'évolution du prix de l'ensemble des graines oléagineuses, on est vraiment sur une spirale plutôt baissière. Par contre, le soja, effectivement, connaît, et en fonction, donc encore une fois, de la réalité des productions, notamment au Brésil, une certaine volatilité que ne connaissent pas les autres matières premières, on y reviendra. Et donc, c'est effectivement ça qui est plutôt important, mais on est bien sur un bilan plutôt lourd sur l'ensemble des matières premières, alimenté également par, bien entendu, l'évolution du prix du pétrole, qui malgré le conflit entre l'Israël et les pays du Moyen-Orient, finalement n'a pas eu d'effet notable, je dirais, sur l'évolution du prix du pétrole. Mais bien entendu, on n'est pas à la merci de décisions géopolitiques qui pourraient influer. Si ça joue sur le pétrole, bien entendu, l'ensemble des prix des matières premières qui sont et qui ont un lien avec les biocarburants, par exemple, auront et connaîtront des conséquences. En termes d'analyse technique, Cédric ? Merci Xavier pour ce point. Alors, vous l'avez compris, donc le bilan est lourd sur les fondamentaux. Et puis on a cette météo qui est favorable en Amérique du Sud avec des perspectives plutôt importantes, notamment sur le Brésil. On a le colza qui a bien rebondi là en ce début de semaine et qui a réussi à revenir sur les 400 euros, 425 euros. Pour Cassis, aujourd'hui, le contexte sur le colza reste baissier. On pourrait avoir un retour en fait du contrat vers la zone des 400 euros. Donc là, on est sur l'échéance mai sur le graphique et vous voyez bien en fait sur le graphique en périodicité hebdomadaire sur le contrat mai que le colza continue d'évoluer dans un canal baissier avec en principal objectif la zone des supports des 400 euros. Alors un peu à l'instar du blé, en cas de rupture des 400 euros, on pourrait avoir une accélération baissière qui pourrait se produire et donc un retour potentiel vers les 380 euros. Ce qu'on a pu remarquer également à Cassis, en lien avec les caisses régionales du Crédit Agricole, c'est qu'il y a un retard des couvertures, surtout qui a été noté pour les agriculteurs. Et donc en cas de baisse des prix, un comportement, un retour vendeur un peu dans la précipitation pourrait peser sur la suite de la tendance et sur les cours. C'est ce qui pourrait emmener le contrat vers la zone des 380 euros. Il faudrait un retour au-dessus des 400, 435, 440 euros à court terme pour invalider cette pression baissière actuelle sur le colza. Sur le soja, on a un peu le même mouvement. Alors là, vous avez un graphique. J'ai pris encore plus de recul dans l'analyse. On a un graphique en périodicité mensuelle, donc une bougie, un mois. Donc les drivers aujourd'hui sur le soja, donc déjà c'est la baisse de la demande avec des ventes à l'exportation de soja américain qui sont à la traîne, et puis cette incertitude météorologique qui viennent ajouter de la volatilité au cours, même si la situation sur le Brésil s'améliore. On va dire même est plutôt bonne actuellement avec alternance pluie-soleil, donc ça c'est plutôt bon. Les seuls points d'attention sont sur l'Argentine. Alors les ventes US à la traîne, la position vendeuse des fonds très nette, ils ont repris la main ces dernières semaines et donc ça a entraîné le soja avec la rupture de points clés, de points pivots, notamment les $12. On voit le soja aujourd'hui qui se traite autour des 11,80 $. On a du mal à revenir au-dessus des $12. Pour le moment, on a plutôt donc ces trois bougies baissières mensuelles que vous avez devant vous. Donc c'est plutôt un signe annonciateur d'une poursuite du mouvement et derrière la zone clé serait le support des $11. Donc également un biais baissier sur le soja. L'invalidation de ce scénario pourrait se passer en cas de retour du soja au-dessus des $12,50. Voilà, donc ça c'est ce que nous attendons actuellement sur le soja américain. On va poursuivre notre bilan fondamental avec cette fois l'analyse du maïs.
Et merci Cédric, très vite. Alors, pour regarder précisément la situation à l'échelle mondiale, on devrait être sur le maïs sur une production plutôt excédentaire, voire largement excédentaire, avec des très très bons résultats sur un certain nombre de pays producteurs. Les États-Unis, pour rappel, premier producteur mondial, premier utilisateur mondial de maïs et premier exportateur mondial, qui a connu une excellente récolte, cumulant hausse des surfaces et des très très bons rendement. Le retour à la normale, je dirais, au sein de la zone Europe, avec des conditions climatiques bien meilleures que 2022. Et puis, tous les restes des pays sont effectivement plutôt bien pourvus en matière de production, avec quelques interrogations, effectivement, sur le maïs au niveau du Brésil, avec les conditions climatiques connues, même si pour le moment, il y a une certaine amélioration de la situation. Et enfin, l'Argentine qui devrait se diriger vers une récolte record. Donc tout ça pour dire qu'on est vraiment sur un bilan lourd, particulièrement lourd, et avec, en termes de commerce, un record d'exécution de la part des principaux pays exportateurs en début de campagne, notamment pour alimenter surtout la Chine, même si, encore une fois, les perspectives sont bien moindres que prévues sur la fin de la partie de campagne, mais la Chine a quand même été effectivement bien présente en ce début de campagne, et beaucoup moins par rapport à l'Europe, qui, encore une fois, a plutôt connu une bonne récolte, a été moins importatrice que comme elle l'a été notamment la campagne précédente. En termes de perspective d'évolution des stocks, dans ce contexte de forte production, d'un ralentissement économique un peu généralisé sur l'ensemble des différentes zones géographiques du monde et donc moins de demande, eh bien les stocks fin de campagne sont plutôt révisés en hausse et en forte hausse, et notamment bien entendu aux États-Unis, qui cumuleraient en plus le fait que le pays connaît une certaine baisse assez drastique de la production d'éthanol, et donc ça a comme conséquence que le pays devrait terminer avec des stocks effectivement plutôt importants. Alors peut-être pas à des niveaux records, mais on s'y approche de façon considérable. Et donc conséquence de tout ça, c'est qu'on est réellement, quand on regarde l'évolution des différentes échéances, mars 2024 et novembre 2024 sur le maïs, sur Euronext, sur une tendance baissière, très baissière, avec, sans encore avoir atteint les niveaux où les prix commençaient à augmenter, c'est-à-dire en octobre 2020, mais on s'y approche très fort, et cette pression baissière, en fait, elle est quand même effectivement très très liée à ces fondamentaux qui sont plutôt lourds. Enfin, concernant la France, donc avec un retour sur une production, je dirais, à un niveau plutôt normal, un peu plus de 13 millions de tonnes, 13 loin de la récolte catastrophique de 2022 avec 10 millions de tonnes, malgré le fait d'être en concurrence avec d'autres pays, eh bien on est quand même plutôt compétitif, notamment sur les exportations vers les autres pays de l'Union européenne, mais malgré cela, et notamment par rapport à l'Espagne par exemple, qui est un pays très très proche de chez nous, eh bien on a du mal quand même à passer par rapport à la compétitivité qui écrase toute la concurrence, notamment ukrainienne, mais aussi Roumanie, mais aussi le Brésil, et donc c'est quand même difficile de pouvoir être et répondre favorablement aux besoins de ces pays-là. D'autant plus que par rapport aux utilisations intérieures, tout va bien, entre guillemets. Il y a effectivement un avantage actuellement concernant l'utilisation du maïs par rapport aux autres matières premières sur les fabricants d'alimentation animale, au regard, encore une fois, de cette baisse drastique des prix. En termes d'analyse technique ? Alors, comme le blé, comme le colza, plutôt une vision baissière pour la suite sur le maïs. Devant vous, vous avez le contrat échéance mars 2024 sur le maïs matif en périodicité hebdomadaire. Donc, vous voyez également que le maïs évolue dans un canal baissier depuis un long moment, avec des cassures successives de points clés, les 200 €, puis les 180 €. Donc, on voit que le contrat consolide autour de ce niveau-là. Les fondamentaux donc pèsent sur le contrat maïs, une chute depuis plus de 2 mois, et on devrait retrouver une situation peut-être d'équilibre autour des 170 €. Et donc l'idée serait que le maïs revienne sur ce support clé. Alors la question qu'on se pose, c'est qu'avec Xavier en a parlé, on a quand même un retour de la compétitivité du maïs, notamment
face aux orges fourragères. Alors, est-ce qu'un maïs à 170 € pourrait nous faire retrouver une situation d'équilibre en termes de prix? Voilà, ça c'est la question aujourd'hui. En tout cas, pour le moment, on a plutôt un biais baissier sur le maïs. Pour invalider cette situation baissière, il faudrait que le contrat passe au-dessus des 210 € sur le court terme. Aux États-Unis, on a un peu la même tendance avec Xavier vous en a parlé sur les fondamentaux, toujours un disponible mondial qui est très confortable. On a des fonds qui sont très short, qui ont repris la main ces dernières semaines. Les fondamentaux lourds se ressentent donc au niveau des cours du maïs. Les perspectives Amérique du Sud se sont améliorées également. Et donc, finalement, on a un contrat qui pourrait revenir chercher en cas de cassure des 4,30 $, le pivot clé des 4 $. Donc, au final, on voit qu'on a de la pression baissière sur le blé, sur le colza, sur le maïs, et que les contrats se dirigent vers des niveaux plutôt pivots. Les seules incertitudes qu'on pourrait avoir sur le court terme, c'est le retournement de la position des fonds en fonction d'un certain élément déclencheur qui pourrait être ou un conflit géopolitique ou à ce moment-là un changement sur la météo, sur la fin de l'hiver. On va arriver justement sur les perspectives 2024-2025. Oui, très très vite. Il était important de souligner ce qui se passe effectivement sur les cultures d'hiver et en particulier sur le blé et les conditions malheureuses que nous avons connues, donc que nos agriculteurs ont connues, donc au niveau de la France avec une pluviométrie intempestive qui a vraiment bousculé la période des semis et avec effectivement déjà quelques indications en matière de conséquences que ça pourrait avoir. Alors, on va être extrêmement prudent avec ces prévisions, ces estimations parce que on ne sait jamais, à la sortie de l'hiver, il peut y avoir quand même de bonnes surprises. Cela dit, on sait très bien qu'il y a une baisse des surfaces par rapport à ce qui était prévu d'être semé. Alors, selon les régions, c'est plus ou moins fort. La façade atlantique a été quand même la zone la plus impactée. On parle de moins 15%, quand en moyenne, on devrait être autour de 8%. Ce qui a été semé dans des conditions, encore une fois, très mauvaises en termes de fortes pluies, il se peut aussi qu'il y ait déjà quelques impacts sur le potentiel de rendement. Et quand on cumule la baisse des surfaces et ces impacts sur le potentiel de rendement, on commence à avoir quelques premières estimations sur la future récolte 2024 en termes de blé. On parle de 30-31 millions de tonnes. Quand récolte 2023, nous étions à 35,1 millions de tonnes. Donc effectivement, c'est une baisse non négligeable avec toutes les conséquences que ça peut avoir, notamment en termes de collecte pour les organismes stockeurs. On sait tous que la collecte, c'est quand même le principal diviseur de l'ensemble des charges des entreprises en question. Et les cultures d'hiver sont quand même à celles qui génèrent le plus de volume. Certes, il va y avoir une répercussion sur les cultures de printemps, notamment le maïs, qui est aussi la matière première qui fait beaucoup de volume, mais ce sera probablement aussi du tournesol, ce sera probablement des georges de printemps, mais là, on est sur des niveaux de rendement, encore une fois, inférieurs. Donc, on va attendre un petit peu tout ça. À côté de ça, en Russie, ça se passe plutôt bien, avec en plus une augmentation de surface, des conditions hivernales plutôt bonnes pour le moment, et puis Ukraine aussi, une légère augmentation des surfaces. Voilà, donc des perspectives malheureusement un petit peu compliquées en France, d'autant plus que ce phénomène climatique n'a touché que la France, le Royaume-Uni, un petit peu l'Allemagne, et donc dans le contexte mondial, malheureusement, ça finalement probablement aura peu d'impact. On va passer aux conclusions. Oui, alors très vite, parce que le temps passe, on a bien compris que les niveaux de prix étaient effectivement extrêmement bas. Ça a peut-être quand même un avantage de relancer l'intérêt acheteur des pays importateurs. On l'a vu en ce début d'année. Si cette baisse de prix se poursuit, on pourrait effectivement avoir un retour assez fort de la part des pays importateurs. En termes de volatilité, effectivement, la volatilité est beaucoup moins importante que les 2 dernières années, sauf peut-être sur les oléagineux. Effectivement, quand on regarde le colza, ça peut prendre plus 5, moins 5 selon les jours, donc c'est quand même toujours relativement important. En termes de météo, on parle d'un éventuel retour de la Niña. Donc on va suivre ça de près. La Niña, c'est plutôt retour des pluies en Océanie et plutôt de la sécheresse en Amérique du Sud, pour faire court. Et puis quelques points rouges entre guillemets. On va pas tous les citer, mais ces niveaux de prix bas génèrent effectivement des comportements des producteurs à travers le phénomène de la rétention. Cette rétention, elle est vraie
en France, elle est vraie dans d'autres pays européens, mais elle est également vraie aussi dans les pays de la mer Noire, en Ukraine et en Russie, à voir effectivement comment tout ça va évoluer sur le moyen terme. Tout à fait. Alors juste un point sur la partie volatilité. On a pu observer à KCIS que la volatilité, notamment option autour des 17%, elle est très basse sur la période de l'année. Donc pourquoi pas étudier également des stratégies de couverture comme des achats call peut-être très très décalés au cas où il y a un problème climatique, notamment sur la fin de l'hiver. On va passer maintenant au jeu des questions-réponses. Il y a pas mal de questions. J'en ai une pour Isabelle de la part de François. Qui nous demande en fait, voilà, les chiffres de l'inflation américaine sont tombés hier avec une petite surprise, notamment par rapport aux attentes des opérateurs. Quel pourrait être le comportement de la Fed dans les semaines à venir? Alors oui, inflation, c'est 1 ou 2 dixièmes de points par rapport à ce que de plus que ce qu'ils avaient anticipé, hein, sur une tendance quand même à la baisse. Ils ont réagi parce qu'effectivement, ça éloigne eh bien les perspectives peut-être de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine. Il faut se rappeler qu'il y a encore quelque temps, ils étaient sur la première baisse en mars. Ils sont en train de reculer. Maintenant, c'est plutôt mai-juin. Et donc, ils sont en train de scruter ce qui se passe du côté de l'activité et des prix. Les prix, on risque d'avoir un petit peu de volatilité sur l'inflation, compte tenu de ce qui s'est passé depuis un an sur les prix de l'énergie. Et puis, il faut dire qu'on est surpris, mais on essaie de traquer les signaux d'affaiblissement de l'activité aux États-Unis et on n'en voit guère. Et donc, tout ceci n'est pas très en faveur d'un assouplissement très rapide de la Réserve fédérale. Merci Isabelle. On a une question de Thierry à laquelle je vais tenter de répondre. A-t-on une estimation de la surface de blé non semé cet automne? Alors d'après les chiffres que nous avons eus, il y a à peu près entre 500 et 600 000 hectares qui n'ont pas été semés cet automne en raison des conditions climatiques difficiles. Qu'est-ce qui pourrait être semé à la place? Donc on pourrait avoir du maïs, de l'orge de printemps, de la pomme de terre ou de la betterave sucrière. Voilà, ça c'est ce qui est attendu par les analystes globalement sur les surfaces de blé non semées, notamment cet automne. Sachant qu'on peut pas faire de la pomme de terre et de la betterave à sucre partout. Exactement. Autre question, une question de Bruno. Quel stock final pour la France? Je crois que Xavier y a répondu en partie. Oui, alors on va être prudent parce qu'effectivement le Conseil France Agrimaire a lieu aujourd'hui, donc on va avoir un nouvel état sur cette notion-là, mais probablement qu'on va terminer encore une fois cette campagne 2023-24 avec un stock plutôt important. Et c'est vrai que finalement c'est un moindre mal entre guillemets si c'était avéré exact, parce que la production récolte 24 sur le blé part pas très bien. Même si moi je reste prudent, on ne sait jamais ce qui peut se passer quand même à la sortie de l'hiver et les conditions météorologiques du printemps pourraient nous apporter des surprises. Mais c'est vrai que terminant avec un stock important, c'est toujours effectivement une situation de confort pour permettre à faire la jointure avec une nouvelle production qui, a priori, s'annonce effectivement plutôt décevante. Merci Xavier. On a une question de Philippe sur les évolutions, sur les infrastructures, les modalités logistiques, export en mer Noire, notamment en Ukraine. Est-ce que le fret routier ferroviaire est toujours majoritaire ou c'est le fret maritime qui a repris de la vigueur? Alors moi, j'ai fait une réunion avec la BPI et nos amis, notamment cette semaine avec nos amis de Crédit Agricole Pologne et Crédit Agricole Italie et Ukraine. Et donc on avait un analyste local qui nous montrait qu'aujourd'hui la majorité en fait des exportations ukrainiennes passe maintenant par le fret maritime, et notamment Xavier en a parlé tout à l'heure avec la création de la propre voie maritime en Ukraine pour l'exportation des céréales. Donc c'est le maritime en premier, quasiment sur le mois on va quasiment faire quasiment 6, enfin l'Ukraine va quasiment exporter plus de 6 millions de tonnes de céréales. Donc c'est important, et puis derrière c'est la partie péniche via le Danube et puis quelques autres ports sur la mer Noire également. D'autant plus que c'est une voie qui, à aujourd'hui, n'a pas connu de représailles russes en particulier ou de façon très très anecdotique. Donc, ça leur permet effectivement de sortir beaucoup de matières premières. Autre question.
alors, une question de Denis. Un retard de la commercialisation des producteurs, donc une hausse des surfaces de blé en Russie, une absence de la demande en France, quid de la pression moisson sur les prix juillet-août? Bonne question. Compliqué. Ouais, Compliqué. Alors c'est vrai qu'il y a une période d'attentisme de la part d'un certain nombre d'industriels français au regard du contexte. Et puis en plus avec la difficulté pour un certain nombre d'OS d'honorer leur contrat parce que ne disposant pas ou tout ou partie de la matière première en lien avec les stocks mis en dépôt et qui fait que les OS ne sont pas propriétaires de la matière première. Donc dans ce contexte-là, dans la pression baissière de prix à l'échelle mondiale, parce que je vous rappelle que le prix quand même à moisson pour nos agriculteurs français, il dépend aussi bien entendu des fondamentaux mondiaux. Donc de la situation et donc très honnêtement on est bien incapable d'apporter des éléments de précision sur le futur niveau. Il n'est pas impossible que ça soit effectivement pas super élevé, malgré le fait, encore une fois, qu'il faut distinguer, et plus on va se rapprocher de la fin de la campagne, des deux marchés, le marché fourrager et le marché meunier, sur lequel, en termes de disponibilité de blé meunier, là, il se peut qu'il y ait quand même un petit peu de tension sur le marché et qui pourrait finalement avoir un effet plutôt positif sur les prix, mais franchement plutôt fin de campagne. J'ai une question de Guilain pour toi, Isabelle. Déconsommation des ménages sur les produits agroalimentaires. Quelles ont été les familles de produits les plus touchées? Oh, je regarde pas avec ce niveau de granularité. Non, ce qu'on peut dire sur les produits agroalimentaires, donc on a parlé de baisse en volume, mais aussi des changements d'habitude de consommation. Soit les ménages, dans ce contexte inflationniste, sont allés vers des enseignes plutôt bon marché, soit ils choisissent des entrées de gamme, des produits moins chers. Donc on a à la fois des baisses en volume, mais aussi une réallocation liée à des changements d'habitude de consommation dans ce contexte inflationniste. Il y a une autre question pour toi, Isabelle, sur la parité monétaire euro-dollar. Que pouvons-nous attendre? Alors, c'est toujours très difficile de faire des prévisions de change. Non, ce que l'on constate, alors à mon avis, ce qui drive aujourd'hui essentiellement le marché, c'est les anticipations du différentiel de taux entre les États-Unis et la zone euro. Donc jusqu'à présent, on a eu pendant quelques temps, tout le monde pensait que ça serait la Fed qui dégainerait la première, et donc c'était plutôt défavorable au dollar et c'était plutôt bon pour l'euro. Et on a l'impression que le marché est en train de changer un peu de position en se disant finalement, comme je le disais, la croissance se montre résiliente aux États-Unis et le dernier kilomètre d'inflation, on a du mal à le parcourir, et donc ils sont plutôt dans un contexte où là on voit plutôt un franc ralentissement en Europe, donc ils sont en train plutôt d'estimer que c'est peut-être la Banque centrale européenne qui va être la première à assouplir sa politique, et ce qui se pèse sur l'euro. Donc s'ils ont raison, oui, ça va rester dans cette configuration. Nous on aurait tendance à dire, nous on a encore dans notre scénario une BCE qui vient après la Réserve fédérale américaine, donc potentiel peut-être un peu de rebond de l'euro, mais avec toute la prudence qui s'impose. Entendu. On a une question de Benoît sur les stocks chinois de céréales. Qu'en est-il des stocks chinois de céréales et de leur consommation par rapport au contexte économique dans cette région? Alors, moi, j'ai pas la réponse en direct. Les stocks chinois, ça a été toujours un peu le flou artistique, mais qui est intégré quand même par les différents analystes. L'USDA, le CIC émettent un certain nombre d'estimations sur ces stocks. Quant à parler de la réalité des stocks, la réalité des volumes, la réalité de la qualité des stocks en question, très franchement, c'est un petit peu compliqué, mais le marché intègre encore une fois les différentes estimations réalisées par les organismes. Après, en termes de consommation, effectivement, on peut penser que le ralentissement économique, il est bel et bien présent en Chine. Enfin, je regarde Isabelle. Oui, non. Même si les statistiques aussi, il n'y a pas que les stocks qu'on a du mal à mesurer en Chine. Exactement. On va être prudent, mais a priori, il y a des taux de croissance quand même qui sont beaucoup moins élevés que ce qu'ils ont pu connaître, et donc ça a obligatoirement des conséquences en termes de consommation, mais au même titre de ce qui s'est passé chez nous tout récemment.
Alors malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais on s'y engage au moins à le faire par écrit. Donc cette webconférence est terminée. Nous vous donnons rendez-vous donc le 19 juin prochain pour une nouvelle webconférence. Les équipes sont disponibles si vous avez des questions, bien évidemment, et on répondra à celles dont on n'a pas eu le temps d'y répondre ce matin directement par email. Merci à toutes et à tous pour la participation et à très bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir.